RMC, After Angleterre, Thibaut Giangrande. Salut tout le monde, comment ça va? Bienvenue dans l'After Angleterre, le podcast qui débat de l'actu du foot anglais toutes les semaines, disponible partout, toujours. N'oubliez pas de vous abonner, de noter, de commenter si ça vous plaît. Merci, ça permet à ce podcast de monter dans les classements et d'être de mieux en mieux référencé. Merci à vous. Le taulier est là, notre drôle de dame anglaise, Julien Laurence. Salut Juju. Salut mon Thibaut, salut à tous. Et l'invité parfait, Julien, pour notre thème de la semaine, parce qu'il est dingue de Première Ligue, et dingue de chiffres, il est banquier à la base, et on l'entend régulièrement dans Génération After. David Gluzman est là, salut David. Salut Thibaut, quelle présentation, salut Julien. Merci d'être là David, parce que cette semaine, une fois de plus, la Première Ligue est sur le toit du monde, c'est pas une surprise. Le championnat anglais a été le plus dépensier sur ce mercato, 440 millions d'euros, 2 fois plus que l'Italie, son premier poursuivant, et surtout c'est 300 millions de plus que l'hiver dernier. Alors, à qui profite le crime, comme dirait Christophe Ondelat? Ce mercato va-t-il rebattre les cartes et chambouler la fin de saison? C'est notre débat de la semaine. Julien, déjà, comment tu analyses ce mercato? Je donnais quelques chiffres. Les clubs anglais ont été beaucoup plus dépensiers que l'hiver dernier. Mais c'est quand même surtout City qui a cassé la tirelire. Hein. Ouais, c'est vrai qu'ils ont dépensé beaucoup plus que tous les autres d'ailleurs. À eux tout seuls, ils ont dépensé plus que les 19 autres clubs de Première Ligue réunis. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup. On voit encore, bien sûr, la puissance financière du football anglais, quand tu vois les dépenses effectuées, comme tu viens de le dire, le chiffre que tu as donné. Après, tu as l'Arabie Saoudite qui a beaucoup dépensé, surtout sur un joueur qui est John Duran, qui sont venus chercher en Angleterre. Mais après, sinon, on est très loin devant l'Italie, très loin devant l'Allemagne et devant aussi l'Espagne et les autres. Donc c'est vrai que tu sens encore une fois la puissance anglaise. C'est pas une surprise, même si effectivement tu trouves aussi, enfin je trouve en tout cas que le fair play financier anglais, donc il s'est mis en place, le fameux PSR, a aussi ralenti un petit peu les activités de beaucoup de clubs, parce que hormis City, tu l'as dit, qui a beaucoup dépensé. Ensuite, derrière, c'est vrai que beaucoup ont fait attention à leurs dépenses. On a vu par exemple rien du côté d'Arsenal, rien du côté de Chelsea, rien du côté de Newcastle non plus. Donc ce genre de club-là, c'est vrai, pas beaucoup pour les autres non plus, rien pour Liverpool. Ça montre aussi que beaucoup ont fait attention. Et on va détailler dans un instant. David, est-ce que tu es surpris par ce mercato ou pas du tout? Non, je suis pas surpris. Je suis pas surpris ici par l'identité du plus gros dépensier, dans le sens où il y a peut-être un tremblement de terre qui va arriver dans quelques semaines, quelques mois, avec le verdict du procès de Manchester City contre la Première Ligue. On rappelle qu'ils ont plus de 100 charges contre eux, que les sanctions peuvent aller d'une rétrogradation à bien évidemment à simple sanction, amende financière, au retrait de points. Donc City a certainement aussi anticiper le fait d'être sanctionné en étant aussi dispendieux, aussi dépensier. Donc non, l'identité du plus gros dépensier, je suis pas forcément surpris. Là où moi je suis un peu plus surpris, c'est qu'un club, Arsenal, on en parlera certainement un peu plus en avant dans ce podcast, n'est pas dépensé. Comme Julien l'a très justement dit, le PSR a bien évidemment vraiment ralenti beaucoup de clubs. Il y avait des clubs qui ont été sanctionnés l'année dernière. Je pense que ça a mis une claque à pas mal d'équipes. Everton avait été sanctionné, Nottingham avait été sanctionné, Leicester a failli être sanctionné. Donc on voit qu'il y a des règles, mais pour la première fois, l'été dernier, la première... C'était bien, mais... Ouais. On peut couper, je peux reprendre là, parce qu'on m'a appelé en même temps. Ouais. Ah, c'est ça. Ouais, vas-y, Ouais. c'est ça, ouais. Donc c'est pour la première fois, tu t'es arrêté pour la Je peux juste, tu me dis où je reprends. Et donc pour la première fois, la Première Ligue a fait appliquer ces règles. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui a été ultra dissuasif et qui a mis un frein aux velléités de dépenses de la Première Ligue. On se rappelle que en 2022-2023, à l'arrivée de Bluco à Chelsea, c'était quasiment 1 milliard d'euros qui avait été dépensé au mercato d'hiver. Alors City, justement, parlons-en, le club qui à lui tout seul a dépensé la moitié des 440 millions, 212 millions sur ce marché d'hiver pour City. Marmouche 75, Kouchanov 40, Nico Gonzalez 60 et Vitor Reis 37. Est-ce que ces achats, Julien, vont remettre City à l'endroit où là ça part de trop loin et on ne peut pas compter et espérer de ces recrutements qu'elles permettent à City d'aller mieux?
Ils ont beaucoup d'espoir avec Nico Gonzalez, qui semble être peut-être encore plus que Marmoush, qui lui est un titulaire déjà. Il a débuté contre Arsenal ce week-end. Il avait débuté contre Chelsea le week-end d'avant. Il ne pouvait pas jouer en Ligue des Champions entre les deux. Et plus que Kusanov, qui est jeune encore, on l'a vu, catastrophique pour ses débuts contre Chelsea. Et Victor Rey, c'est encore plus jeune. D'ailleurs, pour eux, vraiment, Gonzalez, c'est l'espoir absolu. C'est l'espoir de trouver un joueur qui enfin va pouvoir remplacer Rodri, qui enfin va pouvoir rééquilibrer cette équipe, enfin la rendre plus solide défensivement. Je pense qu'ils en attendent un petit peu trop d'ailleurs, parce que Nico Gonzalez, c'est pas un Rodri, Rodri a un Nico Gonzalez dans chaque jambe. Mais en tout cas, dans le profil de Nico Gonzalez, dans ce qu'on peut attendre de lui en tant que numéro 6, il va leur faire beaucoup de bien, ça c'est sûr, plus que Marmoush encore, plus que les deux jeunes défenseurs centraux. Est-ce que tu vois aussi, comme le sous-entendait, enfin le disait clairement David il y a quelques instants, une espèce de gros marché là avant d'éventuelles sanctions, c'est-à-dire qu'on recrute tant qu'on peut en se disant que dans 6 mois on pourra peut-être plus rien faire? Oui, il y a un petit peu de ça aussi, puis il y a aussi le fait qu'ils rattrapent l'erreur, mais l'énorme erreur qu'ils ont fait l'été dernier, c'est-à-dire de ne pas avoir à ce moment-là déjà recruté, parce qu'ils auraient très bien pu recruter l'été dernier. Ils sont allés chercher Savigno et c'est quasiment tout. Gundogan est revenu après sa parenthèse barcelonaise, mais ils auraient dû, ce qu'ils ont dépensé là en janvier, ils auraient dû le dépenser l'été dernier. Ils auraient dû aller chercher un 6, même avec Rodri qui n'était pas encore blessé à ce moment-là. Ils avaient besoin de renforcement défensif. Ils auraient eu besoin de remplacer Julián Alvarez, qui n'ont pas fait non plus. Donc ils ont aussi corrigé avec ce marché là hivernal l'erreur qu'ils n'avaient pas faite de se renforcer déjà au marché estival de l'été dernier. Donc c'est ça aussi qu'ils ont dû faire. C'est pour ça que ça leur a coûté très cher, parce que finalement ils surpayent pour Marmoush, ils surpayent pour Nico Gonzalez, même si c'est une clause de sortie pour Nico Gonzalez, il ne vaut pas 60 millions d'euros, c'est clair. Et même Kusanov, on peut même regarder Kusanov et dire que 38 millions plus 10 de bonus pour Kusanov, qui jouait il y a 18 mois encore en Biélorussie, c'est aussi énorme. Donc malheureusement, c'est ça aussi qui leur coûte beaucoup. Un joueur qui avait été acheté 100 000 euros par le RC Lens. Bon, City qui dépense énormément, on n'est pas très surpris. En revanche, Arsenal qui dépense rien, aucun mouvement dans ce mercato hivernal. Ça te surprend plus, hein, David? Ouais, ça me surprend, ça me déçoit, mais je peux l'expliquer par 2 paramètres, 2 événements. Il y a eu 2 événements qui, à mon sens, ont complètement chamboulé le mercato hivernal d'Arsenal. Le premier, c'est le départ d'Edu. Départ d'Edu, vraisemblablement vers la Galaxy Marinakis, avec un poste beaucoup plus élargi, d'aller acheter un autre club pour élargir la Galaxy multipropriété, un départ inattendu. Et Edu, on sait qu'il avait une relation très très proche avec la famille Kroenke, il avait une relation très très proche avec Arteta, et qu'il avait toujours ce côté football, ce côté joueur qui fait que ça mettait de l'huile dans les rouages dans les négociations. Il n'y a pas eu de nomination d'un remplaçant. Il y a Aito, qui était un peu son bras droit, quelqu'un qui a reçu beaucoup de louanges de la part de Mikel Arteta, mais qui n'a pas encore été installé dans le fauteuil du conducteur. Donc, en fait, il n'a pas pu anticiper le mercato. Autre problème, c'est la blessure de Gabi Jesus. La blessure de Gabi Jesus, c'est un problème sur 2 plans. Le premier plan, c'est que tu es obligé de le remplacer numériquement. Et le deuxième plan, c'est que ça t'empêche de faire un gros effort financier, parce que Gabi Jesus est absent pour 9 mois. Et donc, Gabi Jesus, que tu voulais vendre certainement cet été pour le remplacer par un neuf de qualité, tu pourras plus compter sur le produit de cette vente. Donc, tu arrives au mois de janvier en position de faiblesse avec Isaac, absolument invendable. Newcastle n'a plus de problème par rapport au PSR, c'est 150 millions de livres. Benjamin Sesko, il a prolongé l'année dernière, c'était ta deuxième option. Pareil, tu ne peux pas te permettre en fait de payer quasiment 100 millions pour Benjamin Sesko, tout en sachant que cet été, tu vas devoir compléter ton mercato. Donc, tu te retrouves avec des pistes un peu secondaires. On a parlé de Morata, mais Galatasaray a été un peu plus prompt. Tu te retrouves avec une piste comme Matistel, qui est plus un joueur de couloir et pas forcément un avant-centre, et avec un directeur sportif qui est un peu junior, qui n'a pas forcément anticipé. Donc, je suis déçu pour les supporters d'Arsenal, qu'Arsenal ne se soit pas donné les moyens
de compléter leur ligne d'attaque, mais d'un côté, leur inaction est aussi compréhensible dans une démarche de responsabilité. Mais en même temps, est-ce que, Jus, tu penses qu'Arsenal avait absolument besoin de recruter? Alors oui, il y a le gros problème Gabi Jesus, mais bon, on se dit que cette équipe-là tourne pas mal quand même. Deuxième de PL, 6 points de retard sur Liverpool. Bon, certes, il y a un match en plus, mais bon, tu penses qu'il aurait été quand même indispensable pour les Gunners de recruter? Non, indispensable, je pense pas. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont recruté personne. Ils ont préféré ne pas recruter plutôt que de recruter par défaut, finalement, même si tous les supporters voulaient absolument un numéro 9. Mais on avait déjà eu ce débat-là il y a un an, lors du marché hivernal de 2024 déjà. Donc, c'est pas nouveau. La blessure de Jesus, sans la blessure de Jesus, ils auraient même pas cherché. Ils auraient même pas ils auraient contacté personne. C'était même pas dans le plan. Voilà, la blessure de Jesus a fait que ils avaient un joueur de moins dans l'effectif. Il fallait effectivement, ne serait-ce que s'il arrive quelque chose à Kai Havertz par exemple, qui est aujourd'hui ton numéro 9, même si c'est pas un vrai numéro 9, voilà, il t'aurait fallu quelqu'un. Ils ont fait une offre, celle pour Ollie Watkins, qu'ils ont vraiment cru à un moment pouvoir recruter pour 50 millions de livres. Lui voulait venir. Au final, le départ de John Duran qui a surpris tout le monde parce que Villa était plus prêt à vendre Watkins et à garder Duran que l'inverse. Seulement l'argent offert par Al Nasser était trop important pour 77 millions d'euros, le transfert le plus cher de ce mercato d'hiver, hein, tout confondu. Incroyable. Et donc c'est ça finalement qui fait. Sinon Watkins aujourd'hui serait un joueur d'Arsenal. Un mot du leader quand même, j'en parlais à l'instant, Liverpool qui a 6 points d'avance sur Arsenal. Là non plus, aucun mouvement, mais on est moins surpris. Là pour le coup, il n'y a personne à remplacer. Logique. Ouais, logique. Et puis ils ont déjà annoncé, en tout cas en privé ou comment ils nous briefent, qu'il y aura un gros été. Après quand même n'avoir recruté que Chiesa l'été dernier, avoir raté Zubimendi qui maintenant devrait aller à Arsenal l'été prochain. Et puis là, comme tu l'as dit, personne. Ils sont aussi un très bel effectif. Ils ont un des meilleurs effectifs d'Europe. Ils ont des joueurs qui sont pour l'instant, en tout cas, pas blessés. Donc on touche du bois pour eux. Donc oui, il n'y avait pas forcément de nécessité pour eux d'aller recruter. Alors, je voudrais, les gars, qu'on garde un peu de temps pour descendre désormais bas dans ce classement et retrouver, dans ce classement de PL, et retrouver des grands clubs. À commencer par United, dont on a parlé déjà plusieurs fois dans ce podcast. Il y a 2-3 semaines, n'hésitez pas à aller écouter le podcast qu'on avait consacré à Manchester United qui galère même avec Ruben Amorim. On avait parlé, c'était juste avant ce marché d'hiver, de Rashford, de quelques joueurs. Bon, United a prêté pas mal de joueurs, justement, dont Rashford à Aston Villa, Anthony parti au Betis, et une recrue, un arrière-gauche venu de Lecce pour 30 millions d'euros d'ailleurs, Dorgu. Comment analyser ce mercato, en sachant qu'on savait qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent de toute façon, quoi. Ouais, c'est vrai. Moi, si tu me permets d'y aller, David. Très franchement, Manchester, c'est problématique parce qu'il n'y a pas du tout de marge de manœuvre en fonction du PSR. On sait qu'ils ont même des problèmes de trésorerie dans la mesure où ils doivent beaucoup plus d'argent au club qu'ils n'en attendent. Il y a énormément d'investissements, d'infrastructures qui ont été aussi promis par Ineos. Donc, il y a non seulement un problème de PSR, mais également un problème d'argent, de cash. Et même le fait de s'être séparé d'un gros salaire comme Rashford, ça n'a pas aidé. On a vu que Manchester n'a pas pu être compétitif sur un moment de dossier. Après, pour revenir sur Dorgu, moi, c'est un peu ma recrue coup de cœur ou frisson du mercato d'hiver, parce qu'il manquait clairement un piston. Parce que il vient de Lecce, et il vient de Lecce où il y a un monsieur de 76 ans qui s'appelle Pantaleo Corvino, qui est un des meilleurs directeurs sportifs de la botte. Rien que depuis son retour en 2021 à Lecce, il a généré quasiment 100 millions de ventes. Il a vendu Dorgu 30 millions à Manchester United, il a vendu Homeland au Sporting, il a vendu Pongracic à la Fiorentina. Donc c'est typiquement le genre de joueur qu'il fallait à Manchester United. Il fallait des pistons. On a vu que Dalot a joué mauvais pied. Anthony avait même été essayé en tant que piston. Que c'est très compliqué et c'est très important dans le système de Ruben Amorim d'avoir des pistons performants. Donc, mais oui, la situation de Manchester est très compliqué financièrement. Ce piston qui arrive, et pour jouer dans le système d'Amorim, ça va être une bonne nouvelle. Bonne nouvelle aussi, Julien, d'avoir un peu fait de place dans le vestiaire avec ses départs, d'avoir trouvé en fin de mercato une porte de sortie pour Rashford, Anthony un peu plus tôt. Oui, absolument. Anthony au Betis, de toute façon, il n'y avait pas de place pour lui dans cet effectif-là. Il n'aurait jamais joué. Pour Rashford, on était arrivé à un point où c'était un point de non-retour. Finalement, entre lui et Amorim, c'était plus possible. Il a un énorme salaire, on l'a déjà dit, 400 000 euros par semaine, que United voulait économiser. Il ne voulait plus de lui, il n'aurait pas joué non plus.
il avait la mauvaise attitude selon Amorim, donc c'était la meilleure solution pour tout le monde finalement. Lui, on va pas se le cacher, lui il voulait pas rester en Première Ligue, il voulait pas aller à Aston Villa au départ. Il voulait aller au PSG, à Barcelone ou à Milan. Au final, il se retrouve à Aston Villa. J'espère qu'Unai Emery pourra relancer sa carrière parce qu'il y a quand même un talent incroyable chez Marcus Rashford. Il a que 27 ans aussi, mais c'est vrai que c'est pas forcément la destination où il aurait voulu aller. C'est pas la glamour non plus. D'ailleurs, Aston Villa, qui est le club qui a fait le plus de mouvements sur ce mercato, avec des recrues, des noms quand même. Il y a Malen, Andrés Garcia, Disasi, Asensio et donc Rashford. On a l'impression qu'avec ces recrues en 2020, ils auraient été champions, Aston Villa. Qui aideront peut-être à retourner de l'avant, et on peut faire confiance à Unai Emery avec ce genre de joueur pour remonter un peu à Aston Villa qui n'est que 8e. Un mot également de Tottenham, on en a parlé la semaine dernière, c'était notre podcast, n'hésitez pas à aller écouter. Tottenham 14e seulement de Première Ligue, et qui a recruté sur le gong Kevin Danso, défenseur qu'on connaît bien ici en France, Mathys Tel, qu'on connaît peu, mais qui a lancé sa carrière au Bayern et qui était barré depuis quelques mois. Des recrutements, Julien, sur le gong, bon, qui peuvent faire du bien à Tottenham. Mais c'est pareil, on a l'impression que ce sera quand même insuffisant. Ils en avaient vraiment besoin, en revanche. C'est sûr qu'ils sont, ils étaient 15e au classement avant leur victoire à Brentford ce week-end. Maintenant, ils sont 14e, mais ils avaient vraiment besoin de 109, d'énergie, de nouveaux joueurs, un peu plus de concurrence aussi. Danso, c'est ça. Il était en chemin pour aller à Wolverhampton. Ils ont complètement hijacké le deal. Très bien pour eux, c'est un très bon joueur à son meilleur niveau, il n'y a aucun doute là-dessus. Surtout avec les blessés qu'ils ont en défense. Et puis pour Tel, lui il voulait aller à Manchester United. Il avait déjà dit non à Tottenham vendredi dernier quand Daniel Levy et Johan Lange, le directeur sportif et donc le président, sont allés à Munich pour le rencontrer. Il a dit non, ça ne m'intéresse pas. United n'a pas voulu payer les 5 millions d'euros du prêt payant. C'est incroyable en soi, déjà ça c'est incroyable. Ange Postecoglou a téléphoné à Mathys Tel, il l'a convaincu, et voilà, donc on aura maintenant Mathys Tel avec ce match Tottenham où il va leur faire beaucoup de bien, et je pense que ça peut très bien lui réussir. Il a le jeu pour jouer en Première Ligue. Et David, t'imagines toi justement Tottenham et Postecoglou faire éclore Mathys Tel? C'est vrai qu'on le connaît depuis longtemps, il est encore très jeune. Bon voilà, au Bayern il était barré, mais tu le vois réussir et exploser à Tottenham? Disons que Postecoglou, quand même, historiquement, c'est un entraîneur qui met en valeur ses joueurs offensifs. Il va arriver dans un effectif ultra jeune où, certes, cette saison, ils ont rivalisé de malchance. Ils n'ont pas forcément toujours été bons, mais il y a quand même un espèce de noyau de jeunes qui est tout de même assez impressionnant. Que ce soit Van de Ven, que ce soit Bergwall, que ce soit Pape Matar Sarr, que ce soit Solanke qui est encore jeune, que ce soit Wilson Odebert, que ce soit Brennan Johnson. Il y a énormément de jeunes et de jeunes de qualité. Donc, il va s'insérer dans un effectif qui est très jeune, où on lui demande beaucoup de mouvements, on va lui laisser énormément de latitude pour percuter, parce qu'on sait que Postecoglou, il accorde énormément de latitude aussi à ses éléments offensifs, et surtout qu'il arrive dans une équipe en perdition, où il va avoir du temps de jeu, et il va pouvoir se mettre en valeur. Donc non, je pense que pour Mathys Tel, c'est peut-être le move qui avait le plus de sens, c'est-à-dire qu'à Manchester, il y a quand même ils jouent pas forcément avec des joueurs de couloir, et ils ont déjà 2 avancantes qu'ils ont payé très cher. Arsenal, idem, le besoin était vraiment au poste de numéro 9. Donc je pense que non, c'est un deal gagnant-gagnant. Après, la somme peut choquer, puisque c'est une option d'achat à 50 millions d'euros pour un joueur qui n'a pas énormément prouvé, mais après, c'est la Première Ligue. Exactement. Je voudrais juste faire un dernier récap là, de ce dont on n'a pas parlé. On a déjà évoqué beaucoup de choses, notamment Chelsea qui n'a pas recruté mais a un peu dégraissé avec les départs notamment de Disasi, João Félix, Veiga, Casadei qui est parti également. Aston Villa, on en a parlé. Est-ce que quand on fait le bilan de tout ça, on est rentré dans le détail sur plusieurs clubs, vous pensez les gars que ce mercato qui vient de se clore peut rebattre les cartes pour la fin de saison? Est-ce qu'il peut être décisif dans la course au titre, la course au maintien, Julien? Je sais pas, oui, c'est une bonne question. Je pense que dans les équipes de tête, on va dire, du haut du tableau, il n'y a vraiment que City qui s'est renforcé. Donc pour eux, oui, ils espèrent vraiment un impact positif pour Nico, on l'a dit, pour Marmouche, les 2 centraux, peut-être pas trop. Mais pour eux, ça c'est sûr. Les autres derrière, il n'y a pas grand-chose qui a changé finalement, hein, à part que City soit sûrement meilleur maintenant, on l'espère, avec les recrues. C'est pour ça que tu les recrutes et c'est pour ça que tu dépenses autant d'argent. Donc non, je pense pas que ça change beaucoup. Juste pour finir en tout cas de mon côté, on a aussi encore vu la Première Ligue venir faire ses courses en Ligue 1, et en tout cas en France, même le Championship. Ouais, avec Matazo qui est parti de Monaco à Hull par exemple. Donc c'est encore Danso, Kusanov. Il a déjà marqué.
Ouais, Matarazzo, Asensio, Agbadou, Mounetsi, mais même Grondbeck qui est parti à Southampton en prêt de Rennes, Amougou à Saint-Etienne et à Chelsea, si celui-là il se fait. Donc, encore une fois, comme tous les 6 mois, c'est vrai que la Première Ligue adore la Ligue 1, adore les joueurs qui sont passés soit par les clubs français, soit par les centres de formation français. Et donc, c'est pour ça aussi qu'ils viennent faire leur marché chez nous. Et Wolverhampton, c'est plus de 50 millions d'euros dépensés. C'est champagne, dont plus de 30 pour les Rémois, Agbadou, et même quasiment 40 à Agbadou et Mounetsi. David, est-ce que tu penses que ce mercato aura un impact conséquent sur la fin de saison ou pas trop? Conséquent, je sais pas, mais moi c'est plus en bas puisque j'ai bien aimé le mercato d'Ipswich. D'ailleurs, Ipswich, c'est une équipe que j'aime regarder jouer, qui sont en difficulté au classement, mais que j'aime regarder jouer. J'aime beaucoup Kieran McKenna, leur entraîneur. Je pense que c'est peut-être the next big thing, comme on dit en Angleterre, et que c'est peut-être le prochain entraîneur anglais à aller voir plus haut. J'ai bien aimé ce qu'ils ont fait. Ils sont partis chercher Jadon Philogene d'Aston Villa, un ailier qui a beaucoup d'accélération, beaucoup de vélocité, qui est un super dribbleur. Ils ont pris surtout en moins un joueur que j'aime beaucoup, c'est Julio Enciso, qui était un des 45 milieux offensifs de Brighton. Ils vont lui donner du temps de jeu. Donc je pense que ça a combiné un recrutement tout quand même assez renforcé cet été. J'espère qu'ils feront partie des équipes qui vont se sauver et qui vont un peu briser ce signe indien. Parce que c'est vrai que dernièrement, il y a énormément de promus anglais qui ont fait l'ascenseur et qui sont retournés directement en Championship. Et on sera là dans l'After Angleterre pour analyser tout ça. Ipswich qui est 19e à l'heure où l'on parle avec 22 points, 3 de retard sur Leicester et 12 déjà sur Wolverhampton. Merci beaucoup David Glusman d'être passé nous voir cette semaine dans l'After Angleterre. À bientôt, j'espère. Merci à vous. Bonne soirée. Merci mon Juju, bonne semaine, bonne fin de semaine et on se retrouve la semaine prochaine dans l'After Angleterre. Merci à vous d'avoir été là, fidèles et de plus en plus nombreux à l'After Angleterre. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao. RMC After Angleterre.